Bienvenue, welcome at Almendra Impact, le podcast qui interroge et donne des clés pratiques pour réaliser l'impact positif. Je suis Bernard Lecuivre et avec Merle Baker, nous mettons en lumière les personnes qui œuvrent par leurs idées et leurs actes à améliorer le monde, tout simplement. Aujourd'hui, je reçois deux chercheuses, Noémie Mogan et Lou Chaussebourg. Bonjour à toutes les deux et merci de nous rejoindre chez Almendra. Vous avez fait une chose assez intéressante. Vous avez transformé vos recherches académiques en un podcast. Noémie Mogan, tu travailles au laboratoire d'agroécologie de l'ULB. Lou Chaussebourg, tu es chercheuse à l'Université de Liège. Et ensemble, vous avez créé Le pain qu'on sème. C'est un superbe titre déjà, avec cette série d'épisodes de podcast qui part à la rencontre des acteurs et actrices des filières belges du grain au pain, avec beaucoup de respect, de valorisation, d'humanité et même de poésie. C'est très beau. Alors votre approche nous intéresse beaucoup pour chez Almendra Podcast parce qu'elle incarne ce qu'on veut chercher ici. Alors vous ne vous contentez pas de produire des articles scientifiques, mais vous mettez en valeur les savoirs et le travail d'une communauté, les boulangers, les meuniers, les agriculteurs, et vous montrez une approche concrète de réalisation, d'impact au jour le jour. Bienvenue encore Noémie et Lou. On va peut-être commencer par une présentation. Qui êtes-vous et comment vous est venue l'idée de faire ce podcast? Donc moi, je suis Noémie Mauban, je suis chercheuse en agroécologie, je suis agronome de formation et en fait, j'ai un petit peu bourlingué avant de faire de la recherche et d'atterrir dans ce laboratoire. Et j'ai pas mal notamment travaillé dans la coopération au développement, par exemple. Donc j'ai pu aller à la rencontre de beaucoup de cultures différentes où évidemment chaque culture a sa façon de faire du pain. Et donc c'est toujours quelque chose qui m'a assez bien intéressée. Et puis de retour à Bruxelles, je me suis rendu compte à quel point on mangeait du mauvais pain finalement à Bruxelles, en tout cas du pain dont on ne connaissait pas la provenance, avec toute une gamme de prix aussi qui ne reflétait pas forcément la qualité de ce qu'il y avait derrière. Voilà, donc ça c'est pour l'intérêt de se plonger dans cette recherche de pourquoi en fait on ne mange pas du meilleur pain à Bruxelles et en Belgique. Et puis je laisse peut-être Lou nous raconter qu'est-ce qui nous a donné l'idée de transformer ça en un podcast. Oui, donc moi c'est Lou Chaussebourg et donc j'ai intégré le projet dans le cadre d'une thèse et en fait la thèse qui était proposée, donc Noémie avait fait partie du comité de rédaction de ce sujet autour du pain. Il y avait pour idée de faire un projet en recherche-action participative, donc c'est-à-dire une recherche qui soit vraiment avec les acteurs et les actrices de terrain, de faire en sorte que ces personnes participent à la recherche et de sortir un peu d'un cadre habituel de la recherche scientifique où disons que les chercheurs et les chercheuses regardent leur sujet un peu de loin avec plus ou moins d'immersion, mais en tout cas c'est rarement de la co-création où vraiment les acteurs et les actrices de terrain participent à la construction de la question de recherche. Et donc voilà, donc avec Noémie, on était toutes les deux très animées par cette question-là, d'avoir cette posture-là. Et donc on a fait une première année de recherche exploratoire. Donc c'est-à-dire que là, on avait une posture entre guillemets normale de chercheuse en sciences sociales où on allait en fait interviewer des personnes sur le terrain pour un peu essayer de cerner quels étaient les enjeux autour de ces filières alternatives, qu'est-ce qui bloquait en fait leur déploiement plus important, quelles étaient voilà les problématiques qu'elles rencontraient, et puis qu'est-ce que ces personnes-là sur place mettaient en route pour essayer de débloquer tout ça. Et donc en fait avec Noémie, on s'est, au bout de cette année de recherche, on avait rassemblé plein d'informations. On s'est dit qu'un des problèmes, c'est qu'il y avait pas beaucoup de circulation des savoirs, qu'il y avait plein d'initiatives et que ces personnes, ces initiatives se connaissaient pas forcément entre elles. Et donc on s'est mis à réfléchir à un outil ou un médium qui pourrait faire en sorte de rassembler tous ces savoirs pour ensuite les rediffuser.
Et puis, toutes les 2, on aimait déjà bien les podcasts. On aimait bien en écouter, on en consommait et donc on s'est dit que ce serait assez chouette de faire ça, hem, parce qu'on s'est dit que voilà, les aussi ça pourrait peut-être intéresser les personnes du terrain, de venir, parler à ne av avec nous et puis aussi peut-être qu'elles pourraient nous aider à créer les épisodes et donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Comment vous avez créé cette relation de confiance avec les actrices, acteurs que vous interviewez? Parce qu'ils se livrent beaucoup, ils racontent beaucoup, avec beaucoup d'honnêteté. Comment s'est passée justement cette confiance qu'ils vous ont accordée pour ce podcast? Alors on a eu de la chance parce que moi, au préalable, on avait déjà, voulu lancer un projet plus axé là sur vraiment le déploiement d'une filière, relocalisée à Bruxelles et donc on avait déjà derrière nous quelque part 1 an et demi de travail avec, une série de partenaires qui nous connaissaient. Le laboratoire d'agroécologie de l'ULB aussi travaille depuis plus de 10 ans en fait sur, plutôt du côté des semences, donc c'est l'objet de l'épisode 1. Si vous allez l'écouter, vous aurez plus de détails. Donc ça voulait dire qu'on avait quand même déjà un écosystème, de personnes, de professionnels autour de nous et puis on a eu la chance d'être, invités aussi, à un réseau en création qui s'appelle le Réseau d'action boulangère et là, quelque part, c'est vraiment un réseau piloté par des boulangers, mais il y a également des meuniers et des meunières, des agriculteurs, des agricultrices et aussi des chercheurs et des chercheuses et ces personnes, réfléchissent vraiment les questions qui nous intéressaient et donc on se rencontre une fois tous les 3 mois. On discute, on va visiter des fermes, on va visiter des fournils et on discute des enjeux de la filière. Donc c'est vraiment ces personnes-là, qui étaient notre public, principal et avec lesquelles, on a proposé de co-construire le podcast, en fait. Voilà, oui, c'est ça. On sent vraiment la collaboration pour pour ce podcast. Et justement, il y a alors tous les épisodes sont vraiment intéressants, je trouve. Mais il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est le s'organiser. Où là, vous réfléchissez avec eux, avec tout le monde, sur vraiment la meilleure manière de construire ensemble, de se connecter et d'arriver à un résultat. Alors depuis le semis jusqu'à la boulangerie, jusqu'au pain. Cette organisation, cette mise au travail ensemble de cette communauté, de ces parties prenantes. Est-ce que vous avez senti ce besoin-là critique aujourd'hui, là, en 2026, devant une actualité pas forcément réjouissante? Est-ce que c'est critique pour vous? Oui, c'est vraiment très important, surtout pour ce type de projet qui sont des petites initiatives face parfois à des mastodontes de l'agro, industrie et donc c'est vraiment essentiel pour nous, pour, ces personnes-là aussi, c'est les acteurs et les actrices de terrain de se mettre, ensemble pour en fait, joindre nos forces, on va dire et d'ailleurs c'est assez drôle que le l'épisode, mentionné soit l'épisode 3, s'organiser parce qu'en fait, ça, c'est un épisode qui nous a été proposé par une boulangère. Parce qu'en fait, avec Noémie, on est arrivé avec plusieurs, sujets importants qu'on avait, repérés dans cette première année de recherche exploratoire dont je vous parlais tout à l'heure et en fait, on a un peu proposé à ce groupe, ce réseau d'action boulangère, ces différentes thématiques et donc il y a une boulangère qui nous a dit qu'elle aimerait bien travailler avec nous sur un épisode notamment sur, la formation en boulangerie artisanale qui était un sujet qu'on avait proposé et en fait, au fil des discussions, elle nous a dit: «Mais moi, je trouve qu'un sujet très important qu'il faudrait qu'on aborde, c'est l'organisation collective. Comment s'organiser ensemble, pour créer des boulangeries, collectives notamment» et ça, nous, c'était, un sujet qui était un peu passé «sous le radar» entre guillemets et donc c'est vraiment, c'est là où on voit que c'est super important de faire ce genre de recherche avec les personnes du terrain parce que alors leurs questions, sont beaucoup plus, amenées à la surface parce que voilà, en tant que chercheur, chercheuse, même si
on est entraîné à repérer plein de choses, ben il y en a qu'on peut aussi ne pas forcément faire assez attention entre guillemets. Et donc ce type de recherche permet vraiment d'aller explorer ce dont les personnes du terrain ont envie de parler. Exact. Et est-ce que ça vous a donné alors des aspects très pratiques, où ici on parle effectivement de mesures de mise en commun pour s'organiser, de mise en collaboration. Est-ce que ça vous a donné à vous des éléments que l'on pourrait répliquer ou remettre à une échelle plus grande pour justement mettre à niveau cette organisation de réseau et d'effets positifs? Et on va aborder ici une notion d'impact alors, mais on y arrive. Est-ce que vous avez identifié ces points qui pourraient être répliqués et réutilisés? Alors notre question de base, hein, elle a trait vraiment à regarder toute la filière, donc vraiment du grain à la tartine. Ouais. Et presque du sol à nos estomacs, en fait, hein, parce que si vous écoutez l'épisode 4, on parle vraiment de la santé, et donc on va déjà regarder la santé des sols en lien avec la santé de nos intestins. Euh, et donc en fait, ce fameux réseau avec lequel on travaille représente quelque part un ensemble d'exemples d'innovation, on peut les appeler comme ça, de l'innovation technique, mais surtout de l'innovation sociale. Il y a par exemple des modèles donc il y a des personnes qui elles-mêmes portent l'intégration de toute la filière. C'est ce qu'on appelle les paysans meuniers boulangers. Ces personnes-là, elles sont très peu nombreuses en Belgique. Et donc, on a aussi essayé de comprendre, tiens, qu'est-ce qui fait qu'elles sont si peu nombreuses? Parce que, en fait, on remarque que le fait d'intégrer toute la filière dans un seul temps de travail permet beaucoup de choses, beaucoup de flexibilité, permet de rattraper une économie d'échelle au niveau des prix. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'intérêts presque économiques, finalement, à faire ça. Et pourtant, il y a très peu d'acteurs qui le font. Donc, on a essayé de comprendre, justement, quels étaient les paramètres d'impact, hein, comme tu nous poses la question de l'impact. Ouais. Donc ça veut dire que la question, elle est pas seulement sur les épaules des individus, elle est aussi sur les épaules du système et de l'environnement. On appelle ça un environnement qui permet en fait le déploiement de ces initiatives. Donc on va aussi questionner quelque part les pouvoirs publics, les mécanismes de financement, les soutiens, la contractualisation qui peut être mise en place, les normes et les règles qui accompagnent par exemple la transformation, la commercialisation de ces produits-là. Donc voilà, on a vraiment été un petit peu regarder un peu partout. Je sais pas. Et puis oui, puis peut-être qu'aussi on peut ajouter que d'un point de vue plus méta-réflexion, donc même pour sortir peut-être de l'aspect filière du grain au pain, on est aussi allé essayer de regarder qu'est-ce qui fait que des personnes en collectif ou en filière restent ensemble dans le temps. Et notamment, ça c'était un peu quelque chose qu'on pressentait un peu dès le début, et puis en fait on a tiré le fil, mais il y a quelque chose de partager des valeurs ensemble, avoir des idéaux communs aussi. Ça permet vraiment aux personnes de rester ensemble, que ce soit des collectifs ou des réseaux comme le réseau d'Action Boulangère, où là c'est des personnes qui ne travaillent pas nécessairement ensemble, mais qui vont réfléchir ensemble à comment elles avancer dans leur de leur côté et à la fois ensemble, ou que ce soit dans des filières commerciales vraiment du grain jusqu'au pain. Et en fait, je pense que ça, on peut aussi le sortir de cet aspect grain au pain, mais de se dire que en général, faire des collectifs ensemble, c'est aussi partager des valeurs, les exprimer, et puis avoir des idéaux et des rêves en commun. Exact. Et si on est aux valeurs justement, il y a un thème qui ressort énormément de l'écoute de vos épisodes. On est beaucoup sur, bien sûr, la mise en relation, sur la collaboration et sur la réciprocité. Bon, je pense que c'est assez cher à l'agroécologie, hein, bien sûr. Et c'était aussi intéressant d'entendre vos références à Jean Giono, sur la terre et sur ce qu'on prend, sur ce qu'on donne. Ça fait penser également, donc à l'écoute, ça fait penser beaucoup à cette notion encore de réciprocité de Kimmerer qui
qui dit dans ses bouquins, ce qu'on prend à la nature, on doit s'assurer au moins d'une certaine manière de lui rendre. Et là, comme symbole chez vous, évidemment, on peut penser au levain, qui symbolise vraiment ce temps long, cette action que l'on met, et puis après dans la filière, ce travail des hommes. On pense bien sûr encore à cette inscription dans l'actualité là, encore en 2026 devant nos crises. Est-ce que vous avez réfléchi à ça lorsque vous avez rencontré vos actrices et acteurs, et comment eux ressentent cette réciprocité du travail, du semis à la nourriture? Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué dès le début et auquel nous on était aussi très sensibles. C'est ce rapport au vivant qui est là avec les différents êtres vivants, d'avoir cette attention à prendre soin. Nous, on aime bien appeler le pain sur lequel on travaille, on aime bien l'appeler le pain nourricier dans le sens vraiment nourrir pleinement, que ce soit au niveau de notre corps, mais aussi au niveau en fait de notre esprit, que ça nous fasse du bien. Et en fait, c'est vraiment une constante qu'on retrouve chez tous les acteurs et les actrices de ces filières alternatives. C'est vraiment ce rapport très respectueux au vivant et cette envie de partager avec le vivant, que ce soit dans les champs avec les blés ou que ce soit dans la boulangerie avec le levain ou même dans le moulin avec la farine. Il y a toujours un rapport qui est très fort avec les différents êtres et qu'on a aussi qu'on essaye de porter un peu en filigrane de nos podcasts. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'apporter un peu de poésie et puis aussi de choisir de mettre des musiques, tout ça pour vraiment apporter aux auditeurs et aux auditrices ce rapport sensible et de faire écouter des personnes qui parlent de ces êtres vivants-là avec de l'amour. Et bien en fait, on avait envie de le faire entendre. On sent, merci, oui, on sent que c'est très sensible en effet, et peut-être on en a bien besoin. Et justement, peut-être pour appuyer encore ce besoin-là très actuel, on entend aussi ce paradoxe intéressant entre le temps long. Ça, c'est, j'imagine, aussi propre à l'agroécologie et au fait de faire pousser du pain, si on pour faire toute la chaîne en une fois, pour raccourcir. Donc c'est le temps long, hein, vous l'expliquez pendant vos épisodes. Est-ce que, alors c'est une question très dirigée bien sûr, est-ce que c'est une réponse à l'urgence que l'on constate actuellement par rapport à l'accord d'un Mercosur et d'une dérégulation du marché et des inactions agricoles, pour encore synthétiser aussi. Comment est-ce que vous vivez ce paradoxe entre temps long d'une filière par rapport à une urgence d'action 2026? Ce que j'ai envie de dire déjà par rapport à ça, c'est que quand on a démarré la recherche et le podcast, le conflit en Ukraine venait de démarrer, en tout cas depuis pas très longtemps. Et donc c'était un enjeu très fort en fait, politique et géopolitique qui s'imposait à nous. Et on a quand même pris un parti de pas forcément tout de suite plonger là-dedans, parce qu'on s'est dit on a envie que le podcast il perdure et il soit pertinent aussi dans la durée. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un peu et qu'on plonge justement dans tous les maillons que pour ne citer que la Belgique, ça va très 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 lentement. Par exemple, au niveau des semences et le fait de se réapproprier des semences adaptées au terroir, notre laboratoire il travaille depuis 10 ans et ils sont seulement en train de mettre en essai dans des fermes ce qu'on appelle une population composite croisée, donc des semences en provenance de différentes variétés qui sont adaptées à nos terroirs, pour voir si elles sont productives, si elles s'adaptent effectivement bien dans des conditions belges, avec les climats qu'on a actuellement, etc. Donc, juste pour remettre un petit peu en perspective, je pense que le pain, c'est une question qui est d'actualité, en fait, tout le temps. Tout le monde mange du pain tous les jours, et donc
comment aussi on sort de peut-être des discours où on pourrait faire des raccourcis ou tu vois, comment est-ce que, enfin, l'objectif de ce podcast, c'était d'aller disséquer un petit peu les questions qui sous-tendent en fait les marchés, les tensions sur les marchés, tout ça, qui sont des questions fondamentales de comment on produit, comment on transforme, comment on mange le pain, enfin, et qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, en tout cas, ça Oui, c'était oui, un parti qu'on a pris dans le podcast. tout à fait. Après et peut-être ici on s'approche alors d'une mesure ou d'un indicateur d'impact. Est-ce que suite à la diffusion et à la réception de votre podcast, vous avez observé un changement, un retour qui pourrait être considéré comme un indicateur ou justement un effet positif de votre transmission de cette histoire ou de votre transformation de recherche scientifique en histoire par le podcast? Est-ce Oui, qu'il y a eu alors est-ce qu'il y a eu des meilleures boulangeries à Bruxelles, par exemple? ça, je sais pas si on peut, se couronner de tant de succès. Mais peut-être que justement le temps long, c'est aussi ce qu'il y a, d'intéressant. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le podcast qui peut être, écouté, encore et encore. Mais en tout cas, les impacts positifs, il y en a vraiment. Déjà, on a organisé plusieurs, sessions de ce qu'on appelle des écoutes collectives. Donc là où on organise des événements en présence avec un public. On écoute des extraits choisis, du podcast et des intervenantes vont discuter, de ces extraits, donc des acteurs et des actrices de terrain avec un public. Donc là, il y a un premier niveau, d'impact où en fait ces personnes se rencontrent et comme, en fait on l'a dit tout à l'heure, hem, un des problèmes de ces filières-là, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives et qu'en fait peu se connaissent et donc en fait, créer du réseau, c'était un objectif et donc ça, on a eu un impact, positif, là-dessus, j'ose l'espérer et aussi, quelque chose de vraiment super, dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des personnes, des acteurs et des actrices de terrain qui utilisent le podcast, pour transmettre des savoirs. Donc par exemple, on a des boulangères qui vont faire des ateliers, autour du levain et qui vont demander, aux personnes qui viennent à cet atelier d'écouter, par exemple, le premier épisode qui est sur les céréales. Comme ça, ces personnes arrivent avec des savoirs, déjà à ce moment-là et donc ça, je pense que c'est vraiment un impact, hyper important et hyper intéressant de ce travail-là. Et j'avais aussi envie d'ajouter, c'est que par rapport à, enfin, dans une carrière de chercheur ou de chercheuse, c'est très très gai en fait d'avoir le podcast comme outil parce que ça permet un retour immédiat. Donc par exemple, par rapport à un article scientifique où on est rarement au courant de qui va le lire et quel écho ça va avoir. En fait, les épisodes, on a tout de suite eu un retour après le premier épisode. On a créé une newsletter et donc voilà, on a vraiment pu construire petit à petit une communauté avec laquelle on avait des échanges aussi sur le contenu des épisodes pour pouvoir presque orienter ou co-construire les épisodes suivants. Donc c'est vraiment pour nous, ça va plus loin que juste diffuser de la recherche, c'est vraiment faire la recherche avec le podcast. Et c'est vraiment très très agréable. On a quand même aussi, parce que ça fait 4 ans maintenant que cette recherche est menée, maintenant des groupes, enfin on sent que ça bouge quand même un petit peu aussi. Je sais pas si dans les administrations, mais dans les équipes accompagnantes. Donc par exemple, on sait qu'il y a un groupe qui a été créé au sein du collège des producteurs, un groupe de paysans meuniers, voilà, qui sont en train de créer eux aussi un réseau pour s'entraider en fait, pour diffuser la connaissance et pour voir s'ils peuvent quelles sont les conditions de réplicabilité de leur modèle, etc. Donc on pense que le podcast a quand même permis de faire bouger quelques lignes aussi dans le secteur. Et puis, si je peux ajouter aussi au niveau de la recherche elle-même,
voilà, on a publié un article scientifique dans une revue scientifique à propos du podcast et de pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ce type de recherche-là. Parce que nous, c'est vraiment quelque chose à laquelle on est vraiment très, très attaché de changer la manière de faire de la recherche. Et donc, cet article qui est publié, c'est aussi une validation du monde scientifique que ce type de recherche est en effet importante. Et donc voilà, ça c'est un impact aussi, je pense, qui est important à souligner. J'imagine, oui, c'est ça. Et ça rend les résultats de ces recherches scientifiques encore plus accessibles et populaires au bon sens du terme. Et j'imagine ça a été bien reçu par ceux qui vous ont financé. C'est le FNRS, hein, je crois, qui vous finance. Ça peut-être influencer positivement cette dissémination de cette recherche pour la rendre encore plus accessible. J'ai une question très pratique. On s'accorde sur cette traduction de recherche vers des actions pratiques. Vous avez déjà brossé quelques résultats positifs de ce qu'on pourrait appeler un impact. Est-ce que ça nous en ferait 6? Est-ce qu'on pourrait avoir de votre part, alors, soit en un mot ou en une phrase, 3 traductions d'impact en actions très concrètes? Noémie, tu commences? Pardon. Oui, alors moi, on vient d'en parler, mais donc une dimension qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir encourager cette structuration collective, donc soit des mises en coopérative, des groupements, des organisations de producteurs, mais aussi de transformateurs RIS, de consommateurs RIS, via des aides au démarrage, l'accompagnement technique, la médiation. Et ça, en fait, on se rend compte que ça peut vraiment constituer une force, un poids dans notamment des négociations face à des monopoles d'agro-industrie. Et tu mentionnais le Mercosur, donc c'est totalement aligné avec ça que... Ouais. Voilà. Merci. Lou? Alors une autre action pour avoir de l'impact au niveau peut-être individuel et personnel, ce serait de faire attention à la manière dont on se nourrit. Parce qu'en fait ça c'est un impact énorme sur toute la chaîne de l'agriculture et de la transformation. Donc faire attention à ce qu'on achète, se poser des questions. Où est-ce que c'est cultivé? Est-ce que c'est de saison? Est-ce que c'est transformé? Si oui, comment et par qui? Qui est-ce qui cultive? Tout ça, qui tire profit en fait de ce qu'on achète. Et voilà, en fait, pour essayer de... Donc évidemment, on peut se dire que ça peut être seulement pour certains produits, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer de la nourriture qui soit plus chère, parce que justement c'est des produits qui valent plus cher puisqu'elles doivent rémunérer la chaîne. Voilà, pour le pain, il faut rémunérer l'agriculteur, l'agricultrice, le meunier ou la meunière, et puis la personne qui a fait le pain en boulangerie. Et donc voilà, c'est aussi le prix juste. C'est toujours quelque chose d'assez difficile à trouver, mais en tout cas, en tant qu'individu, faire cet effort-là, d'aller regarder son panier de courses, ça permet d'avoir un impact. Exact. Et ce qui est très beau avec ce que vous avez montré et dans ce que vous venez de dire toutes les deux, c'est qu'en fait le pain, c'est peut-être la nourriture la plus universelle, hein, depuis le début des temps. Et donc, en effet, en parlant du pain, on parle de l'ensemble de nos activités, de nos actions qui devraient être responsables. C'est le symbole est vraiment intéressant, et bravo encore pour ce podcast. J'ai 2 questions très précises encore, et ce qui nous amène à la fin déjà de cet épisode. C'est quoi votre pain préféré alors? Votre type de pain? Qu'est-ce que vous mangez comme pain? Moi, j'aime beaucoup le pain de seigle. Okay. Il y a un goût très qui me manque beaucoup, qui me fait penser à la terre. Très terre. Ok. Et moi, pour le moment, je mange plutôt de l'épeautre et du petit épeautre qui est panifié par ma boulangère de village ici, qui s'appelle Julie, donc les pains de Julie.
voilà, que je recommande vivement. Et qu'on salue. Merci, c'est toujours intéressant. On adore le pain. Merci beaucoup. Et alors, et comme dernière question, déjà, nous aussi, on tente de mettre en relation les auditeurs, les gens, les invités. Et si par la musique, on a une playlist qui collecte, qui synthétise les morceaux de musique préférés de toutes nos personnalités qui viennent chez Almendra. Quel est, Lou et Noémie, votre morceau qui soit vous anime, soit vous rend triste, mais qui est une bonne chose, ou qui vous redonne la pêche si vous avez besoin d'en avoir? Noémie, Lou. Alors, on vous a choisi le titre qui s'appelle Toshi des Hermanos Perdidos, parce que Toshi, c'est un nom de blé. Et en fait, ce groupe qui est suisse vient souvent en Belgique et on rencontrait des personnes de la filière du grain au pain en Belgique. Et on fait une chanson qui bouge beaucoup et avec que des noms de blé, de plein de variétés différentes. Et donc, c'est assez fou de se dire qu'on peut faire une chanson entière avec toutes ces variétés-là. Et donc, ça donne vraiment la pêche et ça donne envie de préserver cette diversité assez folle. Génial, très intéressant. Merci. Tout fait sens. En fait, on fait tout avec, avec les sémis. Noémie, c'était la même ou c'était celle du podcast? Oui, on s'est accordé sur celle-là. Oui, c'est ça. Ouais, très chouette. C'est intéressant, ça fait du sens. Voilà. Je peux peut-être, je sais pas quand, si tu nous rejoindras, mais donc ce jeudi, on fait notre dernier événement de clôture où on invite toutes les personnes qui ont participé au podcast. Ah, génial! Ce jeudi à l'ULB, voilà, c'est la salle d'Elvaux, et puis on aura un petit drink festif à la turbine juste à côté. Donc, j'espère que tu nous rejoins, Bernard, et peut-être d'autres auditeuristes aussi. Merci, oui, super. C'est une très bonne idée. On va communiquer ça. Merci beaucoup et bravo encore pour ce podcast. Mille merci pour cette discussion, Noémie, Lou, d'avoir partagé votre travail, vos réflexions et des clés pratiques pour réaliser l'impact autour de systèmes vivants et résilients. Courez, écoutez donc le pain qu'on sème sur les meilleures plateformes de diffusion. Pour les auditeurs aussi d'Almendra, bien sûr, profitez-en pour retrouver les autres épisodes et retrouver les Hermanos Perdidos sur la playlist musicale pour écouter ça. Merci encore et à très bientôt pour cet épisode. Merci beaucoup.